Assassinat d'Aboubacar Cissé pendant sa prière dans le Gard. Dépôt de têtes de cochon devant des mosquées en Île-de-France. Insultes racistes. Discrimination à cause du voile. Selon une étude récente de l'IFOP, commandée par la Grande Mosquée de Paris, 66% des musulmans déclarent avoir été victimes de discriminations islamophobes. Et ils sont 80% à estimer que c'est un phénomène en augmentation. J'ai eu une bourse doctorale et du coup j'ai fait mon doctorat en chimie organique. Et après du coup avoir soutenu, j'ai commencé à chercher un postdoc parce que j'étais vraiment passionnée par le domaine de la recherche en chimie. Et pendant un an, du coup, j'ai rien trouvé. Donc, au début, on se dit que c'est un secteur bouché, tout ça, mais je continue à chercher. Mais à la fin, après un an, j'ai commencé à me poser un peu des questions. Est-ce qu'il n'y avait pas un peu de discrimination parce que je recevais vraiment pas de réponse, pas d'entretien. Par exemple, quand j'envoyais un mail pour poser une question à la personne qui publiait l'offre, elle me répondait, mais une fois que j'avais envoyé mon CV, j'avais plus du tout de réponse, même pas des réponses, vous n'êtes pas retenu ou voilà. Donc c'était vraiment silence radio après avoir envoyé mon CV. Ensuite, ma petite sœur, à un moment donné, elle m'a dit oui. À un moment donné, Rada, c'est bon, t'es musulmane et tu portes le voile. Et on est en France. Je rentre en 3e année d'université. Donc ravie de rentrer en dernière année pour obtenir le diplôme. Donc commence l'appel et puis je dis oui. Et là on a un grand silence. Et elle me dit vous comptez garder votre truc à tous mes cours en parlant de mon voile. Et puis donc là je reste un peu tétanisée et je dis spontanément oui. Et là, du coup, va s'en suivre 2 heures de propos de violence verbale. Donc elle me dit, ça va pas être possible, mais on en parle après. Elle me dit encore à nouveau, si vous le gardez, vous n'aurez pas la moyenne. Parce que je suis là, il y a un exposé, si vous décidez de ne pas l'enlever, vous n'aurez pas la moyenne. Je suis là pour vous intégrer dans le monde professionnel et ce que vous avez là, ça vous empêchera d'intégrer le monde professionnel. Voilà. Et il dit, je sais que je peux pas vous l'interdire, mais vous n'aurez pas la moyenne. J'ai fait ensuite du coup une formation pour être attachée de recherche clinique. Donc j'ai fait ma formation, je m'en suis très bien sortie. Et une des managers qui est intervenue dans la formation, du coup, j'avais postulé pour un stage avec elle. Elle m'a reçue en entretien. Elle voulait me prendre. Elle m'a juste dit elle m'a parlé directement du voile. Elle m'a dit est-ce que j'étais prête à faire des concessions parce qu'il y a beaucoup de visites chez des médecins. Est-ce que j'étais prête à le retirer pendant les visites? Le lendemain matin, elle m'envoie un message vocal. Elle me dit Rada, désolée. Le directeur m'a dit je ne veux même pas voir de voilées sur site. Les femmes voilées sortent avec la charia sur la tête. C'est ça que ça veut dire. Le voile, ça veut dire, d'abord, ça veut dire je ne veux pas être française. Cette fixation sur le voile n'est pas une fixation récente. En pleine guerre d'Algérie, Madame Massu procède à des cérémonies visant à dévoiler les femmes algériennes parce que c'est pensé, ce dévoilement, comme l'expression de l'avènement de la civilisation, l'avènement des valeurs républicaines. Encore une fois, c'est sans doute pas un hasard non plus. Il s'agit à la fois de stigmatiser la religion musulmane, mais il s'agit là aussi, et là encore, spécifiquement de s'en prendre aux femmes, pensées sans doute comme plus particulièrement soumises à cette religion dès lors que celles et ceux qui tiennent ce langage sont convaincus, encore une fois, que la religion musulmane est plus spécifiquement hostile à l'émancipation féminine. Quand j'étais doctorante, il y a un autre enseignant-chercheur, un 3e, qui me dit « Du coup, tu vas faire quoi plus tard ?» Je fais « Moi, j'aimerais bien être enseignant-chercheuse, pas comme toi, tu vois. Mais bon, en France, ça va pas être possible. » Il me fait « Ah, pourquoi ?» Je fais « Parce que on peut pas être fonctionnaire et voilé. » Il m'a fait « Ah, donc tu veux aller en Arabie Saoudite ?»
Et là, je fais non, je vais juste traverser la Manche et je vais aller en Grande-Bretagne. Et il me fait ah oui, c'est vrai. Et en fait, c'est un problème franco-français. Et il pense que c'est qu'on a besoin d'aller dans un pays musulman pour pouvoir être accepté tel qu'on est. Mais c'est un problème franco-français. Pour le politologue Olivier Lecourt-Grandmaison, il faut remonter au XIXe siècle pour comprendre les racines de cette obsession française avec les écrits d'un historien et penseur de la Troisième République, Ernest Renan. Ernest Renan publie textes et conférences qui donnent de l'islam une image particulièrement négative, dans la mesure où il estime que l'islam est par essence une religion de guerre, que l'islam est par essence une religion hostile au libre usage de la raison et donc au progrès scientifique et technique. Et l'ensemble de ces représentations, parce que c'est Ernest Renan qui s'exprime, parce qu'il est professeur au Collège de France, parce qu'il est considéré comme l'un des pères fondateurs de la Troisième République, ces différentes conceptions vont avoir des conséquences extrêmement importantes sur l'ensemble des sciences humaines, puisqu'on va retrouver des éléments mobilisés par des historiens, des géographes, des juristes, lorsqu'il s'agit de penser un certain nombre de dispositions applicables à ce qu'on appelle à l'époque les indigènes, et notamment en Afrique du Nord, en Algérie et en Afrique occidentale française. Et on en trouve également des traces dans la littérature. Je pense que le voile est un uniforme imposé par les islamistes. Je pense que une grande partie des jeunes femmes qui le mettent ne peuvent pas faire autrement en réalité, même si elles n'osent pas le dire. Ces idées se retrouvent aujourd'hui chez certains hommes politiques qui font de la critique de l'islam un sujet central. Il est légitimement possible de parler de racisme d'État dès lors que nous sommes confrontés à des politiques publiques qui discriminent des personnes ou des catégories de personnes identifiées soit à partir de critères ethno-raciaux, soit à partir de critères religieux ou supposés tels, soit à partir d'une combinaison de critères ethno-raciaux et de critères religieux. Relativement à celles et ceux qui sont identifiés comme musulmans et musulmanes en France, il s'agit en général et en particulier, que ce soit implicite ou explicite, d'une double mobilisation, de la mobilisation de caractéristiques ethno-raciales et de la mobilisation de caractéristiques religieuses. D'où le retour éternel, si j'ose dire, de l'islam comme étant une religion par essence guerrière, par essence violente. Et aujourd'hui, ils sont mobilisés, alors, des arguments qui étaient parfois mobilisés sous la Troisième République, mais qui n'étaient pas particulièrement centraux, et notamment l'argument selon lequel l'islam serait par essence une religion hostile à l'émancipation féminine. Quand j'étais responsable d'animation dans un groupe de scoutisme laïque et que la question s'est posée, est-ce que oui ou non je pouvais prononcer ma promesse scout? Donc ça se fait autour d'un feu et c'est une promesse comme quoi on restera attaché aux valeurs scouts qui sont d'aider son prochain, de respecter la nature. Enfin, il y a différentes qui sont très très simples en fait. Et donc la question s'est posée, est-ce que j'étais à même de prononcer cette parole? Tout simplement parce que je suis musulmane. Et que je ne mangeais pas de la viande qui n'est pas halal. J'ai bossé, on va dire, 11 ans dans un magasin parisien. Et là, malgré mon rôle de manager et de directeur adjoint du magasin, j'avais des remarques sur ma barbe qui n'était pas conventionnelle avec le secteur du commerce. J'ai un bureau, je m'enferme dans mon bureau quelques minutes pour une pause pour pouvoir prier. Et à ce moment-là, j'ai une de mes collaboratrices qui vient taper dans le bureau et qui s'aperçoit que je ne réponds pas. Donc elle redescend et elle va voir le directeur et elle lui dit en douce, il y a le directeur adjoint qui fait sa prière dans son bureau. Comme si c'était quelque chose d'interdit ou de blâmable, ou il n'y a pas, en tout cas le règlement intérieur de l'entreprise ne l'interdisait pas. Même quand on est très compétent et qu'on est manager ou salarié, le traitement est le même. On a toujours quelqu'un au-dessus qui vient nous rappeler qu'ici, il faut éviter d'être musulman, entre guillemets. La communauté musulmane française fait face à de multiples discriminations. Islam, islamisme, halal, tout est mélangé dans un soupçon général de dérive sectaire.
L'étude qui a été commandée par la Grande Mosquée de Paris et qui fait ressortir que 66% des musulmans estiment avoir été victimes de discrimination ou d'obstruction à leur vie quotidienne parce qu'ils sont musulmans, comparativement à 20% de la population qui dit pouvoir ressentir des obstacles, est un chiffre qui parle de lui-même et qui démontre que effectivement la France est frappée par un syndrome qui s'appelle l'islamophobie. Et c'est pas un mythe, c'est une réalité. L'islamophobie, c'est la difficulté pour un musulman aujourd'hui de pouvoir être visible dans la société française. Donc ce sont des débats télé qui focalisent de manière obsessionnelle sur l'islam et les musulmans, pas sur l'islamisme, pas sur l'extrémisme, sur l'islam et les musulmans. Il faut bien quand même faire la part des choses. Le sport, c'est ce lieu, c'est cette grammaire universelle où on peut communier, quelles que soient les origines et quelles que soient les religions ou les croyances. Vive le sport et donc à bas le voile, bien sûr. Ce sont des discours à la tribune de politiques qui sont en responsabilité. Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, qui est aussi le ministre des Cultes, qui dit donc dans une tribune à bas le voile, donc sans aucune hésitation. Il est ministre des Cultes, faut-il le rappeler. La laïcité n'interdit pas à une femme de porter le voile si elle souhaite le porter au nom de ses convictions religieuses, sur la voie publique en tout cas. Et donc on a une atmosphère qui démontre que l'islamophobie, je ne dirais pas que c'est un système étatique. En tout cas, elle est décomplexée dans la société française.